chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, 2 séquences. Une première avec Corentin Dugas, qui vient d'écrire un très joli ouvrage sur Charlie Kirk. Vous savez, ce militant qui a été assassiné à l'automne dernier, un militant américain pro-vie en particulier, qui a été assassiné sur un campus universitaire. Et donc Corentin a écrit un livre qui s'appelle Mourir pour la vérité et qui réfléchit un peu sur le positionnement de Charlie Kirk, la mission de missionnaire, d'évangélisateur que Charlie Kirk défendait et que lui-même, Corentin, promeut en France aussi. Deuxième séquence avec Guillaume Golphin, philosophe, qui vient d'écrire un petit ouvrage sur autorité, pouvoir et souveraineté, un ouvrage de philosophie politique naturellement, chez Aura Decima. Et voilà, nous allons parler avec lui de ces questions de philosophie politique et de politique chrétienne en particulier. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Corentin Dugas. Bonjour Corentin. Bonjour Guillaume. Je vous reçois aujourd'hui, cher Corentin. D'abord, vous connaissez un peu le plateau, mais je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage, Mourir pour la vérité, au sujet de Charlie Kirk. C'est donc le modèle Charlie Kirk pour votre génération. Vous pouvez juste nous rappeler rapidement qui était Charlie Kirk ? Oui, Charlie Kirk, c'était un évangélique américain qui a choisi de consacrer sa vie, le terme est vraiment celui-ci, consacrer sa vie à aller sur les campus pour débattre. Je dis consacrer parce qu'il a renoncé lui-même à faire des grandes études pour pouvoir très tôt aller sur les campus et tenter de remettre au cœur des universités américaines le goût de la vérité, le goût de débattre, le goût des idées. Peut-être juste pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Aujourd'hui, les campus américains sont très malades par ce qu'on appelle la cancel culture ou le wokisme, c'est-à-dire l'idée que tout ce qu'il y a de grand dans la civilisation occidentale, c'est une domination patriarcale qu'il faut absolument oublier. Et donc, c'est pas des modèles ou des grands anciens avec lesquels on doit se confronter, mais c'est des gens qu'il vaudrait mieux oublier, quoi. Oui, et ce que disait Charlie Kirk, c'est non, nous avons des raisons sérieuses d'être fiers de ces grands anciens, et par ailleurs, ils nous ont appris à aimer la vérité, et suivons-les sur ce chemin-là, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lui, ce qu'il combattait, c'était la caricature. Les universités américaines ont sauté à pieds joints dans le wokisme, c'est moins qu'on puisse dire. Et Charlie Kirk, lui, souhaitait simplement remettre le débat pour dire il n'y a pas un horizon indépassable au wokisme. Et en allant chercher les personnes une par une, c'est-à-dire en débattant avec une personne à chaque fois, petit à petit, on va ramener la vérité au milieu des universités. Et il y a une phrase finalement qui résume assez bien sa vie, puisqu'il faisait ça aussi avec une vraie dimension chrétienne. On pourrait résumer son combat en disant il a voulu remettre la vérité au cœur du débat et l'Église au milieu du village. C'était vraiment ce qu'il souhaitait faire aux États-Unis. Et alors, peut-être que pour comprendre un peu, tout le monde se souvient qu'il a été assassiné il y a quelques mois. Ça a été une immense onde de choc aux États-Unis, en particulier parce que il est l'un des responsables, peut-être pas le seul, mais enfin, il est un peu l'incarnation de cette immense vague qui a fait qu'une partie de la jeunesse a choisi le conservatisme et donc à voter Trump, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit démocrate jusqu'à la fin des temps, quoi, et woke jusqu'à la fin des temps. Et donc Charlie Kirk et Turning Point, l'organisation qu'il avait fondée, sont évidemment encore une fois pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu un mouvement d'adhésion de la jeunesse à Trump et à cette victoire qui est quand même assez impressionnante de 2024. Oui, tout à fait. Il y a eu vraiment un pivot, un turning point, pour reprendre le nom du mouvement, puisque Charlie Kirk a démontré que les positionnements et les orientations qui avaient été données par les gouvernements démocrates n'étaient pas les bons, et qu'il y avait un vrai risque économique, social, même spirituel pour les États-Unis si ils continuaient dans ce sens-là. L'image, c'était vraiment de dire les États-Unis roulaient à 130 sur une ligne droite avec un mur à la fin, et Charlie Kirk leur disait c'est peut-être pas une bonne idée, à mon avis vous feriez mieux de freiner et de changer de direction.
Et alors, donc on va revenir maintenant au cœur du sujet. La raison pour laquelle Charlie Kirk nous parle aujourd'hui, c'est, évidemment, il y a un débat américain qui nous intéresse parce que nous sommes dans la même sphère civilisationnelle et que ce qui arrive aux États-Unis arrivera dans 10 ans chez nous. D'accord, très bien. Mais pareil, plus profondément, j'allais dire Charlie Kirk était l'un de nous. C'était un militant chrétien qui allait, qui se battait pour la vérité et une des raisons, évidemment, on ne sait pas encore très bien, l'enquête est toujours en cours, je crois, mais on ne sait pas encore très bien pourquoi et par qui il a été assassiné. Mais l'une des raisons de son assassinat, c'est quand même qu'il a été une voix de la vérité dans un océan de mensonges. Oui, tout à fait. La vérité n'est pas aimée, je ne vais pas vous l'apprendre sur ce plateau-là. Et puis, ça a toujours été le cas, et notamment vis-à-vis des chrétiens. La vérité a toujours été détestée et même salie. En tout cas, il y a eu une volonté de salir la vérité, à commencer par le corps du Christ, et puis ensuite avec ses différents représentants dans le monde. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sa mort intervient l'année du 100e anniversaire de Quas Primas, qui est l'encyclique sur le règne social de Jésus. Et Charlie Kirk, c'est pour ça que j'ai choisi de lui rendre hommage dans le livre. La rédaction du livre précède l'assassinat de Charlie Kirk. J'ai commencé à écrire ce livre avant l'assassinat de Charlie Kirk, et je pense qu'à la lecture, on s'en rend compte. C'est-à-dire que ça dépasse très largement la simple figure de Charlie Kirk. En fait, il est simplement venu dire, on peut débattre de plein de sujets au quotidien, sur la théorie du genre, sur l'immigration, sur l'économie, sur la gestion politique de nos sociétés. Mais il y a une chose qui est un cap qui reste pour toutes les sociétés qui veulent survivre, et c'est l'Évangile et c'est le Christ. C'est ça qui démarque Charlie Kirk de tous les autres, parce que des gens qui ont critiqué l'appareil Biden, bien sûr, il y en a eu quand même un certain nombre. Il n'était pas le seul à crier dans le désert. Mais la vraie particularité de Charlie Kirk, c'est qu'il a aussi invité par ailleurs à un grand réveil spirituel. Et c'est pour ça qu'il me parle autant, et c'est pour ça, à mon avis, aussi qu'il parle à beaucoup de gens en France. Je le vois avec toutes les discussions que j'ai en ce moment. C'est parce qu'il est venu dire, en fait, oui, on va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes, maintenant, matériels, techniques, etc., pour faire en sorte qu'on vive un peu mieux. Mais tant que le Christ ne règne pas, en fait, on retombera sans arrêt dans les mêmes erreurs. L'erreur du matérialisme, l'erreur du naturalisme. Donc, croire finalement que notre vie s'arrête à simplement notre nature, croire qu'il n'y a aucune conséquence longue et éternelle de nos actes, qui fait qu'on peut tout faire, et c'est le fameux pari de Sade qu'avait décrit Albert Camus, en disant il y a d'un côté dans l'histoire ceux qui ont fait le pari de Pascal, en disant on va faire en sorte d'agir selon la volonté de Dieu, même avec certains dirigeants dans le doute, forcément chrétiens. Dans le doute, il vaut mieux parier sur l'existence de Dieu, exactement. C'est le pari de Pascal, et Camus dit qu'en fait dans l'histoire on a vu un autre pari qui a jailli, qui lui a appelé le pari de Sade, qui est de dire en fait on va faire le pari que Dieu n'existe pas, et dans ces cas-là, nous pouvons jouir. Et c'est le jackpot, puisqu'on peut, on peut jouer sans entrave. Sans entrave, on peut manipuler, on peut mentir, etc. Et c'est l'affaire Epstein. Oui, absolument. Et donc on voit de manière absolument extraordinaire et en zoom un petit peu aux États-Unis, c'est l'aboutissement du modernisme en fait américain. Et donc Charlie Kirk a été une voix de combat, mais elle nous parle parce qu'on a les mêmes enjeux, les mêmes combats à mener dans les prochaines années. Alors, peut-être qu'on pourrait revenir sur cette... parce que, moi, il y a au moins deux choses que je trouve très frappantes chez Charlie Kirk. La première, c'est le débat pour la recherche de la vérité dans une université. D'un côté, on se dit c'est banal, et de l'autre côté, c'est gonflé. Et les deux sont vrais en même temps, si je puis dire. Pardon pour Macron, mais il y a un côté quand même assez surprenant que dans une université occidentale qui a été faite pour ça, ça soit original de dire tenez, venons discuter, confrontons nos arguments et allons chercher ensemble la vérité. C'est un message qui est subversif, mais pas très original. En fait, comment vous aussi? Ça c'est sûr que c'est pas à la mode de débattre aujourd'hui. Beaucoup en font les frais malheureusement. C'est clair. Charlie Kirk a pris une balle, Quentin a été lynché à Lyon. Je pense que, en tout cas personnellement, moi c'est ce qui me marque le plus dans notre époque.
c'est que on n'a jamais entendu autant parler d'antifascisme, de protection contre le fascisme, de protection contre les totalitarismes, etc. On montre du doigt tous les dictateurs dans le monde en expliquant à tout le monde à quel point ce sont des salauds. Et par ailleurs, nos méthodes n'ont jamais été aussi fascistes dans la manière de faire. C'est-à-dire que c'est vraiment très amusant. C'est-à-dire que la plupart des dictateurs qui servent de référentiel à tous ces gens qui combattent le débat seraient ravis de tout ce qui est fait aujourd'hui pour empêcher précisément le débat. Oui. Donc oui, c'est une manière étonnante. Charlie Kirk, il n'a rien inventé d'extraordinaire, il a juste relancé le goût de la dispute intellectuelle. Oui. C'est aussi le goût de la maïotique intellectuelle chez les Grecs qu'on retrouvait, cette idée d'accoucher de ses idées et d'essayer de ne jamais considérer que notre idée dépasse la personne qui est en face. Ne jamais réduire l'autre à son erreur, en fait. Ne jamais réduire l'autre à son erreur, lui permettre, entre guillemets, l'erreur, de lui permettre la possibilité aussi de se repentir de son erreur. Et donc ça passe nécessairement par des échanges. Ouais. Il est impossible de changer d'avis autrement que par une conversion ou par un débat. Bien sûr. Mais il n'y a jamais de moment où une personne se dit « Ah mais oui, mais effectivement, j'ai été bête toute ma vie ». Donc il y a forcément quelque chose qui vient contredire une pensée que l'on a. Et ça nécessite beaucoup d'humilité. Et c'était la particularité, je trouvais, de Charlie Kirk. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos, des centaines d'heures de débats de Charlie Kirk. Et en fait, on voit beaucoup d'extraits où il est sûr de lui, etc. Mais en fait, la majorité du temps, il était vraiment à l'écoute. C'est-à-dire qu'il essayait d'entrer aussi dans la vie de l'autre. Oui. J'ai un souvenir comme ça qui me revient. Une nana un jour vient, alors le stéréotype de la jeune fille d'aujourd'hui, cheveux bleus, etc. Enfin, et alors qu'on aurait attendu qu'il soit moqueur, en fait, il est tout de suite entré dans son parcours. Donc, il lui a dit « Mais d'où vous venez ? Qui vous êtes ? Parlez-moi de vous. » Et ensuite, il est parti de ça pour aller contredire l'idée qu'elle venait défendre, qui était que les enfants pouvaient librement choisir leur sexe. Et en fait, à la fin, parce qu'il l'a fait avec beaucoup de douceur et d'humilité, elle était d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'elle disait, bah oui, c'est vrai qu'en échangeant, je me rends bien compte que c'est un peu délicat d'aller proposer à des enfants de faire de prendre des hormones, de faire des opérations qui vont être irréversibles, alors qu'intellectuellement et psychologiquement, ils ne sont pas terminés. Oui, c'est sûr. Donc je pense qu'une chose qu'on peut vraiment apprendre de lui, c'est cette humilité et cette capacité à entrer en connexion avec les personnes qui nous sont le plus opposées a priori. Ce qui est, encore une fois, le retour à l'université médiévale. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans la scolastique, tout le monde trouve que c'est très poussiéreux, très autoritaire, etc. Mais quand on lit saint Thomas, et quand on rentre un peu sérieusement dans sa démarche, il passe son temps à dire « Tiens, machin raconte n'importe quoi, mais là, il y a un point de vérité quand même, il faut l'écouter. Il dit pas que... Donc, ce point-là est important. Bien sûr, c'est contre la foi, mais faut écouter quand même ce qu'il dit. Et voilà comment j'y réponds, en intégrant sa part de vérité et en le mettant dans une synthèse plus grande. Et moi, j'ai été très frappé. Enfin, j'ai pas vu autant de débats que vous de Charlie Kirk, mais j'ai été très frappé par cette logique où on va chercher la vérité chez le voisin en disant on partage ça. C'est déjà pas si mal finalement. On partage un petit point de vérité. Bien sûr que c'est mineur. Enfin, en attendant, c'est déjà un petit point solide sur lequel on peut commencer à discuter. Et donc, moi, j'ai été très frappé par ça. Et maintenant, je voulais revenir au deuxième point qui me paraît très frappant dans Charlie Kirk, c'est le côté missionnaire. Et c'est un peu pour ça qu'on en parle dans Terre de Mission. Missionnaire, il ne se contente pas d'un débat rationnel. Il essaye de convertir et donc de proposer le Christ à des gens qui sont, on dirait, perchés ou loin, quoi. Les cheveux bleus, quoi. Donc, évidemment que c'est, d'une certaine façon, c'est un peu baroque de proposer une fille qui vient vous dire, attendez, chacun est libre de choisir son sexe. Il dit, attendez, vous savez ce que c'est que la création ? Vous savez ce que c'est ? Vous avez été sauvé par le Christ ? De quoi vous parlez, quoi. Et pourtant, il le fait. Il le fait avec, encore une fois, beaucoup de... C'est très attachant sa façon de le faire parce que d'un côté ça cogne, hein, c'est un vrai garçon et un vrai Américain. Il n'est pas du tout
c'est pas un mollasson, mais de l'autre côté, il est quand même extraordinairement tendre. Enfin, il est pas violent. Et je pense que c'est aussi une vraie question qu'on a, c'est être fort, c'est pas être violent, c'est deux choses différentes, quoi. Donc, comment est-ce qu'on est un bon missionnaire dans le monde actuel, qui est un monde très hostile à la foi catholique? Alors, le monde actuel, je ne suis pas certain qu'il soit plus hostile que hier moi, je suis certain. Au christianisme. Moi, je suis certain pour une raison extrêmement simple, c'est que le monde d'aujourd'hui a été construit contre. Alors que le monde d'avant, évidemment, il n'a pas été construit contre le christianisme, il ne le connaissait pas. Oui, alors c'est vrai, mais quand on observe par exemple l'époque où Néron éclairait les rues avec des chrétiens, etc., moi je me méfie un peu de ça parce que ça induit un petit peu chez les chrétiens un côté que c'est beaucoup plus difficile et donc il y a moins d'efforts. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a un petit peu une notion d'abandon derrière. Alors ça, je suis d'accord avec vous. Il faut surtout pas. Moi je me dis pas que le monde est plus difficile, je me dis que le Christ n'a pas changé, qu'il est toujours aussi fort, ça, je suis mille fois d'accord. qu'il est toujours aussi vainqueur et qu'il est toujours avec nous. Ouais. Et qu'accessoirement, il nous a mis dans cette époque-là pour notre bien aussi. Pour notre bien, exactement. Donc, c'est pas tellement la question de savoir si c'est pire ou pas qu'avant. Charlie Kirk, je crois qu'il a une vraie pédagogie, en fait, qui peut nous inspirer. Parce que souvent, encore une fois, quand on regarde juste les extraits qui sont parfois diffusés, on voit 30 secondes d'une discussion, mais c'est souvent le fruit d'une heure, 15, 20, 30 minutes qu'il a avec une personne et qui amène à cette phrase à un moment donné qui va être très forte. Charlie Kirk, sa particularité, et c'est ça qui peut intéresser peut-être ceux qui nous regardent sur l'aspect missionnaire, c'est que, il ne haït jamais la personne qu'il a en face de lui. Il a vraiment un amour profond pour la personne qui est en face de lui. Peu importe qui c'est, même si c'est vraiment le pire des salopards. Il a toujours un amour profond pour cette personne-là. Je dis ça parce que c'est important. Aujourd'hui, et c'est un peu empoisonné l'Église, on est dans une société de la fragmentation, de la haine. Absolument. C'est-à-dire que les antifas se réjouissent de la mort de Quentin, mais si demain un antifa se fait tabasser, certains dans notre camp se réjouiront du fait qu'il se soit fait tabasser. Absolument. Or, la particularité des chrétiens, à base, c'est que nous ne nous réjouissons jamais. On prie pour leur conversion et pas leur conversion en cendres. Exactement, exactement. Et donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'il a un amour profond pour la personne qu'il a en face de lui parce qu'il reconnaît sa dignité d'enfant de Dieu et qu'il sait que la volonté de Dieu, c'est de gagner cette âme, pas de la perdre. Donc, première chose. Deuxième chose, il a compris, mais ça, c'est parce que c'est un évangélique, qu'il y a un chemin entre la perfection de la vie chrétienne et le moment où Dieu entre dans notre vie. Oui, bien sûr. Moi, je viens pas d'une famille catho, entre le moment où pour la première fois Jésus-Christ est entré dans ma maison et, je suis pas arrivé à la perfection chrétienne, mais il y a un catéchisme de la route, en fait. Bien sûr. Donc on sait que le but, c'est cette perfection chrétienne, avec une charité parfaite, avec une chasteté parfaite, voilà. Mais en même temps, il y a une route. Et donc, Charlie Kirk, lui, il prend la personne là où elle est sur le chemin, et il va pas tout de suite lui mettre la tête dans le catéchisme de l'Église catholique en lui disant « t'as vu, ta vie c'est nul, etc. » Mais il va essayer de l'attraper à l'endroit le meilleur, là où elle est, pour pouvoir l'emmener délicatement vers le fait que le grand bonheur qu'elle cherche partout et désespérément... C'est avec le Christ qu'elle peut l'avoir. C'est avec le Christ et avec le Christ seul. Et moi, je crois que ça, c'est une clé de la mission pour aujourd'hui. C'est-à-dire, aimer les personnes qui nous entourent, peu importe d'où elles viennent et qui elles sont, et ce qu'elles ont pu faire. Et deux, c'est vraiment cette pédagogie de se dire, OK, je ne vais pas lui mettre tout de suite la tête dans le catéchisme de l'Église catholique, parce qu'en plus, très souvent, il faut être honnête, nous ne le vivons pas non plus de manière parfaite. C'est clair. Mais on va essayer de l'accompagner pour lui dire, pour l'instant, ta vie est un peu en bazar, mais si tu le suis avec fidélité, avec régularité et avec sincérité, ta vie va être transformée et ça va être le plus grand bonheur. Et j'en témoigne personnellement, depuis 11 ans que j'ai fait ce choix-là, de fait, je suis très heureux. Et le Christ m'a rendu profondément heureux. Eh ben, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je trouve que c'est une très bonne façon de conclure sur Charlie Kirk. L'objectif, c'est d'offrir le bonheur à nos contemporains. Merci beaucoup, cher Corentin. Donc, Mourir pour la vérité dans les pas de Charlie Kirk. Un très bel ouvrage, un peu un manifeste pour une génération de missionnaires, pas de convertisseurs, parce que c'est que Dieu seul qui convertit, mais de missionnaires. Merci, cher Corentin. Merci, Guillaume.
retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Golphin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, auteur de plusieurs ouvrages, à la fois en philosophie des sciences et en philosophie politique. Et je vous reçois aujourd'hui pour parler, à l'occasion de la parution d'un ouvrage de philosophie politique, de ce que vous faites en matière de recherche, l'Institut Fugère en particulier. Mais peut-être pour commencer, vous venez de publier une petite plaquette « Autorité, pouvoir et souveraineté ». C'est pas un peu bateau comme sujet Alors, c'est pas un sujet nouveau, non, en effet. L'ouvrage s'inscrit dans une collection, la collection Critères, qui est une nouvelle collection des éditions Aura Decima. Donc les amis de l'homme nouveau. Voilà, les amis de l'homme, exactement. Dont le propos n'est pas forcément de faire dans l'originalité en elle-même et pour elle-même, mais plus de faire une sorte de mise au point, on va dire, sur un point de doctrine, on va dire, enfin un sujet, disons, oui. Qui peut être des points de doctrine, disons, de philosophie réaliste, qui peuvent être aussi, selon les volumes, des points de doctrine plutôt des adversaires, on va dire. Il y a des ouvrages, un ouvrage sur le fascisme, d'autres, oui. Un sur Nietzsche, mais qui vise à faire une sorte de synthèse, disons, assez accessible. Le volume est restreint en quantité. C'est un peu un que sais-je pour les cathos. C'est un petit peu ça, oui, un petit peu ça, voilà. Donc, l'idée, c'était un petit peu de revisiter, de refaire un petit peu un point sur la question de l'autorité, et donc c'était le sujet de départ, et puis j'ai rajouté un peu des vocabulaires du pouvoir autour de l'autorité. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la brochure, c'est ce débat qui est un immense débat dans les 2000 ans qui viennent de s'écouler. Autorité, pouvoir, auctoritas potestas. Beaucoup d'entre nous, j'ai bien aimé votre façon de commencer, c'est en gros, nous avons tous en tête qu'il y a un côté spirituel, un côté temporel, un côté de la coercition, un côté de du pouvoir moral. Oui. Mais vous dites, attendez, c'est plus compliqué que ça. Hein. Il y a ce débat spirituel temporel, mais il n'y a pas que ça. Oui, mais je pense qu'en effet, ce que j'essaie de montrer, je crois qu'il y a deux idées principales que j'essaie de défendre dans l'ouvrage. D'une part, que la distinction autorité-pouvoir, elle n'est pas fondatrice de la réflexion politique, puisqu'elle est d'origine romaine et pas grecque, et qu'on considère quand même... Et que même chez les Romains, c'est pas tout à fait le débat qu'on a aujourd'hui. Donc chez les Grecs, disons, elle ne se trouve pas... On considère quand même les Grecs comme plutôt les fondateurs de la science politique. Bon, je pense que sur ça, on sera d'accord. Donc elle intervient dans un deuxième temps, et en plus elle connaît en effet quelques évolutions fortes. Donc chez les Romains, donc elle a son rôle institutionnel plutôt. Le terme d'autorité c'est plus large que le côté institutionnel, il peut avoir un côté moral, mais il a un côté institutionnel assez précis, dans le rôle du Sénat notamment. Ouais. Ceci va connaître en effet des évolutions très fortes, dont une qui est absolument majeure par rapport à l'histoire de l'Occident, c'est la reprise de la distinction par le pape oui, c'est ça. Et qui, par conséquent... Il y a l'autoritas du côté du pape et le potestas du côté de l'empereur. Voilà, dans un contexte où il vise à dégager la papauté d'une emprise un petit peu trop forte déjà du temps temporel, ouais. Mais ce faisant... quelle était précisément son intention, bon, ça c'est forcément toujours un peu difficile à dire, mais en tout cas, il revisite ou il réinterprète la distinction qui, elle, est donc d'origine évangélique, des deux pouvoirs, spirituel et temporel, et il fait rentrer, en quelque sorte, la distinction des deux pouvoirs dans la distinction autorité-pouvoir, ce qui va devenir une distinction en effet classique, très largement discutée au Moyen-Âge, notamment. Et oui, il y a aussi une question qui est, comment cette distinction autorité-pouvoir reste pérenne dans le monde de la modernité, où le seul sujet, en fait, c'est de savoir jusqu'où s'étend le pouvoir. En fait, c'est plus du tout de savoir comment il est régulé par une autorité qui lui serait transcendante, c'est comment on régule les pouvoirs avec les contre-pouvoirs, et jusqu'où un pouvoir exécutif peut... quelle est sa marge de manœuvre, en quelque sorte. Alors, c'est sûr que la distinction... Je dirais, à l'époque moderne, elle subsiste, en tout cas nominalement. Je ne suis pas sûr qu'elle subsiste réellement, en tout cas dans le cas de la pensée moderne, au sens où elle correspondrait vraiment à une distinction effective, dans la mesure où le propre de la pensée moderne est quand même d'essayer de tout prendre dans la dimension temporelle, dans le pouvoir. Dans le pouvoir politique. Et par conséquent... De réunir les deux têtes de l'aigle, comme disait Hobbes et Rousseau. Pareil, exactement. Et donc la distinction, elle est plus tellement opérante. Par contre, elle va être continuée, si on peut dire, et revendiquée, mais sans forcément, je crois,
toujours être suffisamment travaillé dans la pensée catholique, qui s'efforce justement de maintenir cette distinction, tout en... Enfin, alors ça dépend après des courants, parce que bien sûr, au sein de l'Église, il y a eu plusieurs courants, mais tout en parfois en essayant de faire un peu des compromis, on va dire, avec la pensée moderne. Et parfois, c'est un petit peu bancal aussi, où on essaie de maintenir une distinction qui correspond à un certain type de conception du politique, au sein d'une conception qui, en fait, la refuse. Oui, c'est ça. Et alors là, on tombe aussi sur toute l'ambiguïté, l'ambivalence du terme de souveraineté. Alors qu'il lui aussi, ce que je dis là est vraiment très, très synthétisé et très rapide, mais qui vient historiquement de l'opposition ou des distinctions entre autorité et pouvoir, ou plus exactement dans la compétition entre autorités, et qui c'est qui, au bout du compte, a l'autorité ultime. Donc la traduction, ça se dit plutôt en latin, et puis quand c'est traduit en français, ça va donner le terme de souveraineté qui est un terme inventé. Summa potestas. Donc, summa potestas, ou summa autoritas, il y a des en plus, les deux existent, qui sont à peu près équivalentes. Et puis ceci va connaître bien entendu des évolutions fortes, puisque la souveraineté va devenir le principe même du politique, à partir de Baudin, et puis encore plus à partir de Hobbes. Et là, elle absorbe complètement la distinction, justement, dans la mesure où la souveraineté telle que vont l'interpréter les modernes, elle inclut explicitement en son sein l'exercice des pouvoirs publics, et donc elle n'est plus simplement quelque chose de spirituel et ou moral, elle a effectivement des attributs du pouvoir, la coercition politique, la puissance. Et Baudin est le premier à le dire, puisque la souveraineté, en fait, elle vient qualifier la puissance. Donc la définition de la République, c'est un droit au gouvernement de plusieurs ménages avec puissance souveraine. Ce qui est souverain, c'est vraiment la puissance. Donc il y a une fusion qui se fait, de fait, avec la potestas. Et là, à partir de là, la distinction, comme je disais, autorité, pouvoir, ça devient, je crois, plus nominal que vraiment réel. Oui, jusqu'à Hobbes, qui est quand même le sommet, le plus grand penseur de la modernité, qui dit que ce qui fait la loi, c'est plus la vérité, donc ça n'a plus rien à voir avec l'autoritas. C'est l'autorité au sens de souveraineté, quoi. C'est-à-dire à partir du moment où je suis souverain, je peux faire la loi que je veux, quoi. Bon, à partir du moment où j'ai le pouvoir, je peux décider où c'est moi le chef. C'est ce que je dis qui fait force de loi. Qui a force de loi et qui a donc force de contrainte, on peut dire, enfin d'obligation et de contrainte si l'obligation ne suffit pas à obéir. Alors peut-être juste un petit mot, parce qu'à côté de votre activité d'auteur, vous avez une activité d'animation de recherche, vous dirigez l'Institut Sugère, vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, l'Institut Sugère, oui, c'est quelque chose on va dire de récent, qui est le remaniement de la structure antérieure qui s'appelait le Collège Saint-Germain. On a essayé d'élargir un petit peu les perspectives, donc en conservant ce qu'était le Collège Saint-Germain, un pôle de recherche, disons, philosophique, et en essayant d'y adjoindre une dimension de recherche plus pratique, plus prospective sur le plan politique. Alors, tout ceci reste encore un peu in nuce, donc ça veut dire que ça va vraiment, il faut vraiment arriver à faire vivre cette structure. Il y a des choses qui sont prévues, dont notamment un colloque. Alors je peux à peine commencer à en parler parce que des choses se mettent en place, mais un colloque qui sera prévu, donc qui est prévu pour le 6 juin sur le droit. Sur le droit révolutionnaire et autour de la question de la crise du droit et comment y répondre, en essayant de repenser les choses selon notre paradigme juridique. Voilà, c'est un petit peu le programme cette journée d'études, disons, colloque, c'est peut-être un bon grand mot, c'est une journée d'études, qui visera aussi quand même à lancer un peu plus officiellement l'Institut Sugère, tout à fait. Et pourquoi Sugère ? C'est un patronage intéressant. Pourquoi Sugère ? Pour un peu la double face, c'est un religieux. Oui. C'est un religieux qui a eu un rôle de conseiller des princes très fort, qui a eu un rôle aussi très grand dans le domaine, on va dire, architectural. Il est très connu de l'histoire de l'architecture, et dont la dimension de constructeur nous a intéressés. Ces différents aspects. L'ancrage religieux, mais bon, il n'est pas un saint, il n'est pas considéré comme saint, mais il est sans doute un très grand religieux, mais quand même très lié au monde politique. Et avec cette dimension de bâtisseur. Rebâtissant une civilisation après les ruines des temps obscurs. Disons qu'il y avait un symbolisme qui nous a semblé synthétiser plusieurs aspects qui nous intéressent en effet dans l'association. Voilà. Merci beaucoup, cher Guillaume. Donc je rappelle, Autorité, pouvoir et souveraineté, c'est paru chez Aura Decima et ça coûte 10 €. C'est un magnifique petit ouvrage, une belle synthèse sur le sujet. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci. Ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Terre de Mission. Et d'ici là, que Dieu nous garde.